Bonjour à tous, merci d'être venus pour m'écouter, puis merci d'être connectés aussi pour m'écouter en ligne. Comme Brigitte l'a dit, moi je suis postdoctorante à TACUBIC depuis janvier 2021. Et puis en fait, depuis le début de ma thèse, donc à peu près en 2016, j'ai commencé à m'intéresser aux liens entre lumière et banquise en Arctique. Et aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des différentes études que j'avais menées en lien avec cette relation, c'est comme ça que vous bien, entre lumière et banquise. Et puis les découvertes que j'avais pu faire et aussi les petits problèmes auxquels j'ai été confrontée, ce genre de choses. Donc déjà, pour mettre un peu de contexte, dans tout ça, je pense que j'apprends rien à personne en disant que la Terre se réchauffe. Ici, on a une carte des changements de température de l'air sur la période 1979-2019, produite par la NASA. Et donc, on voit que globalement, on a un réchauffement partout. Mais je voudrais focaliser votre attention sur la zone arctique. Ici, on voit que ce réchauffement, il est bien plus fort. En moyenne, le réchauffement en Arctique, il est 2 fois plus fort que la moyenne globale. Et ce réchauffement qui est plus fort en Arctique, on appelle ça l'amplification polaire. Et il est dû à tout un tas de rétroactions que je ne vais pas détailler ici. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que en lien avec ce réchauffement, la banquise se retire progressivement. Donc ici, vous avez l'évolution de l'étendue de la banquise en septembre, entre 1980 et 2022. Et vous voyez qu'on a une diminution de cette étendue avec des étendues entre 7 et 8 millions de kilomètres carrés en 1980 et une étendue qui est inférieure à 5 km carrés pour 2022. Donc on a une diminution de la banquise et avec ça, on va avoir plusieurs enjeux qui vont moins m'intéresser. Alors je passe sur les enjeux géopolitiques et économiques, c'est ceux qui m'intéressent le moins, je vais tout de suite passer sur les enjeux sociétaux. Donc les communautés arctiques, elles ont besoin de la banquise pour vivre, pour se déplacer. Et avec le retrait progressif de la banquise, elles voient leur mode de vie changer. C'est pas les seuls qui voient leur mode de vie changer. La faune arctique, donc là on est sur des enjeux aussi écosystémiques. Les millions de petits ours polaires ici, ils voient leur mode de vie changer. Ils peuvent plus chasser sur la banquise parce qu'il y en a de moins en moins. Et ils sont obligés de se rapprocher des terres. Et ce qui va m'intéresser moi dans ma recherche, c'est quelque chose de plus petit dans les enjeux écosystémiques, c'est le phytoplancton. Alors plus petit en taille, mais pas plus petit en importance. Alors le phytoplancton, qu'est-ce que c'est? Je m'excuse pour les biologistes qui peuvent être là, la définition va peut-être être très simplifiée, mais c'est un peu moi ma façon de voir les choses, on va dire. Donc le phytoplancton, c'est une microalgue qui vit à la surface de l'océan puis qui va dériver à cette surface de l'océan. Et pourquoi moi le phytoplancton ça m'intéresse? Premièrement parce qu'il est à la base de la chaîne alimentaire. Donc le phytoplancton qu'on voit ici va se faire manger par des organismes un peu plus gros qu'on appelle zooplancton, qui eux-mêmes vont se faire manger par des poissons, des baleines et ainsi de suite. Donc sans ce phytoplancton, le phytoplancton on en retrouve dans tous les océans. Sans ce phytoplancton, tous les écosystèmes océaniques et pas que seraient menacés. Et puis le phytoplancton, il est aussi très important pour le stockage de CO2 dans l'océan. Le phytoplancton, comme je le dis, c'est une microalgue qui va pratiquer la photosynthèse. Ça veut dire qu'elle absorbe du CO2 et à l'aide d'énergie solaire va produire sa propre matière organique. Et donc dans l'océan, le phytoplancton, c'est un des facteurs majeurs de source de stockage de CO2 dans l'océan. En Arctique, la banquise, elle a une influence assez forte sur le phytoplancton pour 2 raisons majeures. La première, c'est que la banquise, elle va avoir une influence sur la lumière qui est transmise au phytoplancton, qui va être disponible pour le phytoplancton, qui puisse pratiquer la photosynthèse. Et la deuxième, c'est qu'en fondant et en se formant, la banquise, elle va avoir un impact sur le mélange des eaux de surface. Et donc sur les remontées en nutriments dans la colonne d'eau qui vont être disponibles aussi pour le phytoplancton et dont le phytoplancton a besoin. Avec ces liens, il est naturel de se demander, ok, si la banquise, elle fond à cause du réchauffement climatique, qu'est-ce qui va arriver au phytoplancton arctique? Donc ici, je vous montre l'évolution de la production primaire issue des données satellites. Alors, production primaire, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de matière organique produite par photosynthèse, donc ça peut être un proxy de la quantité de phytoplancton dans l'océan. Et on voit que quand on regarde cette évolution de la production primaire en Arctique, issue des données satellites, on a une augmentation ici entre 1998 et 2015. Alors, il faut faire attention avec ces informations, c'est que les satellites ne voient pas sous la banquise. Donc, on a quand même une information qui nous manque. Si on a du phytoplancton sous la banquise, on peut peut-être juste voir l'effet
de la fonte de la banquise, et donc d'un seul coup, on voit plus de phytoplancton. Donc, on a quand même des incertitudes sur cette augmentation dans les données satellites. Maintenant, quand on s'intéresse aux projections futures, je vois que j'ai disparu de la caméra, en fait. Donc ici, je vous montre l'évolution entre 1900 et 2100 de toujours cette production primaire annuelle en Arctique, simulée par 3 modèles différents. Et vous voyez que les modèles ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors ici, c'est le présent. On voit qu'au début, les modèles ils sont plutôt d'accord, ça augmente. Mais au bout d'un certain temps, les modèles ils vont diverger. Et ça, c'est assez révélateur du fait qu'on manque d'informations sur la dynamique, sur les facteurs physiques qui vont gouverner la dynamique du phytoplancton dans les zones arctiques, parce qu'on n'est pas capable de les représenter avec les modèles, on ne sait pas ce que le phytoplancton va devenir dans le futur. Donc ça m'a amené à me poser la question, ma grande question, on va dire, qui va guider un peu mes recherches depuis la thèse, quels sont les facteurs physiques qui influencent la croissance du phytoplancton dans les zones de glace arctique. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 facteurs importants. On a la lumière qui va avoir une influence, et puis on va avoir les nutriments aussi qui vont tous deux être influencés par la banquise. Comme c'est un sujet très très large, moi j'ai décidé de m'intéresser à la lumière. C'est peut-être pas plus mal, parce que comme je représente les nutriments avec un petit pilon de poulet, c'est que j'ai peut-être pas tout compris. Donc pour la lumière, pendant mes différentes études, je me suis posé plusieurs questions. Donc ici, vous voyez les questions que je me suis posées pendant ma thèse. Je me suis intéressée aux interactions entre banquise, lumière et phytoplancton. Et en fait, je voulais savoir quelles étaient les incertitudes majeures qu'on a retrouvées dans les modèles du système Terre liées à ces interactions. Est-ce que c'était possible de les réduire? Et puis depuis que je suis en postdoctorat, je m'intéresse maintenant à l'évolution récente de la lumière sous banquise à grande échelle, à l'échelle panarctique. Et en fait, je cherche surtout à savoir quels sont les facteurs qui vont gouverner la disponibilité en lumière dans ces zones de glace arctique. Donc, je vais vous parler un peu de ça, et pour vous raconter un peu toutes ces histoires, j'ai décidé de couper ça en 3 parties. On va d'abord rester au-dessus de la banquise, puis ensuite on va rentrer dans la banquise et regarder un peu ce qui s'y passe, et ensuite on va essayer d'aller sous la banquise. Donc on va d'abord, comme je vous l'ai dit, commencer au-dessus de la banquise. En fait, on va regarder comment lumière et phytoplancton, comment la lumière influence la zone de glace arctique, la fonte et la formation de la glace, pardon. Donc, en Arctique, le cycle solaire, il est un peu particulier. C'est pas le même que ce que nous, on a avec des jours et des nuits qui s'enchaînent comme des 12 heures de près. En Arctique, on a 2 systèmes. On a ce qu'on appelle la nuit polaire, puis le soleil de minuit. En fait, ce qui se passe, si on s'intéresse à la nuit polaire, c'est qu'en hiver, on peut avoir le soleil ne va pas se lever pendant plus d'1 jour jusqu'à 6 mois de l'année. Donc ça, on parle de nuit polaire. Et puis, à l'inverse, on peut avoir le soleil de minuit, où c'est en été, où le soleil ne va pas se coucher pendant plusieurs jours, voire jusqu'à 6 mois en fonction de la latitude en dessous. Donc pour les petites photos ici, je mens un peu, ici c'est pas vraiment le soleil de minuit, ça a été pris en baie de Baffin à ce niveau-là en juillet. Il n'était pas exactement minuit, il était 23h40. Donc le soleil s'est couché en fait à minuit pour être tout à fait exact, et est revenu, mais il est revenu 20 minutes plus tard. Ici, c'est une photo qui a été prise au Svalbard en février. C'est pas moi qui ai pris la photo, donc je ne sais pas exactement à quelle heure, mais disons entre midi et 15h. Donc c'est quand même bien mis. Donc ces cycles, ce cycle solaire, nuit polaire, soleil de minuit, ça va influencer la fonte et la formation de la banquise. Quand le soleil va commencer, l'hiver va commencer à arriver, que le soleil va être de moins en moins présent, il va se mettre à faire de plus en plus froid, et ça va favoriser la formation de banquise à la surface de l'océan. Avec l'hiver qui continue, la banquise elle va pouvoir s'épaissir, puis il va pouvoir neiger aussi au-dessus de la banquise, on va pouvoir retrouver une couche de neige au-dessus de la banquise. Quand arrive le printemps, le soleil va pouvoir revenir, la chaleur avec lui, et donc la neige va pouvoir commencer à fondre, puis ensuite ça va être le tour de la banquise. On va pouvoir avoir formation de petites mares de fonte, j'y reviendrai plus tard dans la présentation, qui sont au-dessus de la banquise. Et puis éventuellement, la banquise va pouvoir disparaître totalement pendant plusieurs mois. À ce moment-là, on parle de banquise saisonnière. Il y a des zones en Arctique où la banquise, elle n'arrive pas, elle persiste toute l'année.
elle ne disparaît pas du tout. Et dans ce cas-là, on parle de banquise pérenne. Moi, dans cette étude, je me suis intéressée à la banquise saisonnière. Et puis, je me suis intéressée particulièrement à 3 paramètres qui permettent de décrire la saisonnalité de la banquise. La date de retrait de la banquise, donc la date à laquelle la banquise disparaît, la date d'avancée de la banquise quand elle se forme, et puis entre les deux, la période d'eau libre. Et l'intérêt de mon étude ici, c'était de quantifier les changements qu'il y avait dans ces 3 paramètres, donc dans la saisonnalité de la banquise, et essayer de comprendre les mécanismes qui étaient associés. C'est quelque chose, à l'époque où je l'ai fait, qui était assez nouveau, et il y avait des mécanismes qu'on ne comprenait pas encore. Donc ici, je vous donne un exemple de la carte de la période d'eau libre. Donc c'est moyenné sur la période de 1982-2015, et c'est issu des données satellites. Et ce que vous voyez, c'est qu'on a une zone très bleue ici, où la période d'eau libre est à 0, au centre de l'Arctique. C'est ce qu'on appelle, comme je vous l'ai dit, la glace pérenne. La période d'eau libre est à 0, ça signifie qu'elle ne disparaît jamais, on n'a jamais d'eau libre. Et puis à l'inverse, on a des zones où la période d'eau libre est à 12 mois, ça signifie qu'il n'y a jamais de glace, en fait, on est sur de l'océan de glace. Puis entre les deux, on a la fameuse banquise saisonnière. On voit que cette période d'eau libre, elle va dépendre d'une part de la latitude, mais pas que, on n'a pas des jolis cercles concentriques. Elle va dépendre aussi des transports de chaleur par l'océan. Ici, ça se voit bien, en fait, on a une langue d'eau chaude qui arrive à ce niveau-là, qui vient empêcher en fait la banquise de se former. Et donc, qui va avoir une influence sur notre période d'eau libre. Donc moi, je vous ai dit, je m'intéresse à l'évolution de cette saisonnalité. Donc plutôt que de regarder une moyenne, je suis allée regarder les tendances dans cette période d'eau libre. Et je suis allée regarder comment, je suis allée faire cette carte de tendance entre 1980 et 2015, enfin 1979-2015. Donc c'est la carte que je vous montre ici, et la zone hachurée sur la carte, c'est là où les tendances sont significatives. Et si je fais la moyenne de ces tendances dans ma zone où c'est significatif, je me retrouve avec une moyenne d'à peu près 10 jours par décennie, une augmentation de 10 jours par décennie de ma période d'eau libre sur cette période-là dans les observations satellites. Donc cette augmentation de la période d'eau libre, elle s'explique par 2 choses. Elle s'explique par un retrait plus précoce de la banquise. Ça, on peut à peu près le comprendre. Si on réchauffe l'air, on va avoir tendance à fondre plus tôt, donc à retirer la banquise plus tôt. Mais ça s'accompagne aussi d'une avancée de la banquise plus tardive. Et le décalage dans la date de retrait, qui est ici le petit delta DR, et le décalage dans la date d'avancée sont à peu près égaux, et sont à peu près égaux à 5 jours par décennie. Donc c'est ce qui justifie les 10 jours par décennie de mon allongement de la période d'eau libre. Alors ce phénomène, le fait qu'on a un lien assez fort visiblement entre le décalage dans la date d'avancée et le décalage dans la date de retrait, il s'explique par un phénomène qu'on appelle la rétroaction glaciale d'Edo. En fait, quand l'atmosphère se réchauffe, on va pouvoir décaler un peu la date de retrait, on va retirer la glace un peu plus tôt. Et comme l'aldédo de l'océan est l'aldédo de l'océan est plus faible que celui de la glace, l'océan va avoir tendance à absorber plus d'énergie que la glace. Donc, il va absorber une quantité supplémentaire d'énergie au moment où la date d'avancée se décale. Et il va falloir un temps supplémentaire, du coup, pour pouvoir évacuer cette énergie et pour pouvoir de nouveau former de la banquise. D'où ce décalage aussi dans la date d'avancée. Donc ça, tous ces résultats, on les a eus avec les données satellites. Maintenant, quand on s'intéresse, je suis allée un peu plus loin, j'ai voulu m'intéresser à ce qui se passait dans les modèles du système Terre. Donc, je suis allée regarder l'évolution de la date de retrait et de la date d'avancée, issue de 9 modèles du système Terre, donc le CNU-SIMP, si vous connaissez. Sur la période, donc c'est 1900-2200. Et donc là, vous avez les mois, la date à laquelle tombe la date d'avancée ou la date de retrait en fonction de l'année. Si on se focalise avant 2040, on voit que les modèles sont plutôt d'accord avec ce qu'on a vu dans les données satellites. On a une augmentation de la période d'eau libre, donc c'est ce qui se passe entre les deux ici, avec un décalage de la date d'avancée qui est à peu près le même que celui de la date de retrait. Mais lorsqu'on passe les 2040, on voit que la date d'avancée ici se retire plus vite, enfin se décale plus vite que la date de retrait. Donc on a non seulement une augmentation de la période d'eau libre, mais aussi un décalage vers l'automne de cette période d'eau libre. En fait, le décalage dans la date d'avancée, dans les modèles, il est à peu près 2 fois celui de la date de retrait, quel que soit le modèle que je regarde. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose d'assez robuste, un mécanisme qui venait faire ce phénomène, ce décalage de la période d'eau libre.
Et on a essayé de chercher quel était le mécanisme à l'origine de ces changements. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regardé dans un modèle de fonte et de formation de la glace très très simple qui est purement thermodynamique. Et on a pu démontrer que dans ce modèle, si on regarde quelque chose de purement thermodynamique, le rapport entre le décalage dans la date d'avancée et le décalage dans la date de retrait, c'est à peu près le rapport entre le flux qui rentre dans l'océan et le flux qui sort de l'océan. Et si on quantifie ces flux, et ben on se rend compte qu'effectivement, le flux qui rentre dans l'océan, qui est majoritairement solaire, il a tendance à être plus grand que le flux qui sort de l'océan, qui est majoritairement non solaire. D'où ce ratio qui est supérieur à 1, et c'est ce qu'on retrouve dans les modèles. Donc, si je devais expliquer un peu plus avec les mains, ce qui se passe en fait, c'est que donc, si vous vous souvenez de ce petit schéma à la base, on réchauffe, donc on décale la date de retrait, donc on fait rentrer une quantité d'énergie supplémentaire dans l'océan, mais cette énergie, elle rentre plus vite dans l'océan qu'elle n'en sort. Donc il faut un temps encore plus long pour pouvoir reformer de la glace, d'où un décalage plus grand dans la date d'avancée. Donc pour conclure sur cette petite partie, ce qu'on a montré dans cette étude, c'est qu'on avait un lien qui était assez fort entre décalage dans la date d'avancée et décalage dans la date de retrait, qu'on pouvait expliquer par la rétroaction glace-albédo, mais qu'on pouvait aller plus loin. Vous voyez que les modèles prévoyaient non seulement une augmentation, mais aussi un décalage de la période d'eau libre vers l'automne, dû à une perte de chaleur de l'océan qui est plus lente que son gain de chaleur. Et ça va avoir des implications. Ici, sur la petite figure que je vous ai montrée, j'ai mis la nuit polaire. Et vous voyez que les modèles ils prévoient qu'il y a une partie de la période d'eau libre qui se passe pendant la nuit polaire, dans des zones où ça n'était pas le cas avant. Et ça va avoir des implications sur les écosystèmes, mais aussi sur la thermodynamique de l'océan. Il y a encore des questions qui sont en suspens ici. Moi, je m'intéressais à savoir là, je me suis intéressée qu'à l'Arctique. Est-ce qu'en Antarctique, c'est la même chose? Pourquoi dans les observations satellites aujourd'hui, on ne voit pas ce phénomène? C'est des questions qui sont toujours en train d'être travaillées, on va dire, pas par moi, mais il y a des nouvelles thèses qui sont menées pour essayer de répondre à ces questions. Mais donc, ça a été une petite porte ouverte et une étude qui a ouvert des portes, on va dire ça comme ça. Ok, donc du coup, on s'est intéressé dans un premier temps à ce qui se passait au-dessus de la banquise et comment la lumière, elle va influencer comment la lumière va influencer la fonte et la formation de la banquise. Maintenant, on va rentrer dans la banquise, on va s'intéresser à comment la banquise, elle influence la disponibilité en lumière dans l'océan et la transmission de la lumière à l'océan. Donc, je peux déjà commencer à vous répondre. En fait, il y a plusieurs choses au niveau de la banquise qui vont influencer la transmission de la lumière à l'océan en Arctique. Dans la banquise elle-même, de par son épaisseur, mais aussi de par sa structure. La présence de poches de saumure ou de bulles d'air vont influencer la transmission de la lumière à l'océan. La présence de neige à la surface de la banquise va aussi avoir une influence sur ma transmission du rayonnement. Donc pareil, son épaisseur, mais aussi sa microstructure, en fait, sa densité, la taille de ses grains ou la forme de ses grains vont influencer comment la lumière est transmise à l'océan ensuite. La présence de mares de fonte, donc je vous en ai parlé très brièvement, c'est ces petites piscines ici qui se forment à la surface de la banquise lorsqu'il ça se met à fondre. Ces mares de fonte, elles vont avoir une influence aussi assez importante sur comment la lumière elle est transmise au travers de la banquise. Et enfin, tout ce qui est présent en fait, dans la banquise autre que les bulles d'air, les poches de saumure, on peut avoir des petites particules inorganiques, mais on peut aussi trouver des algues de glace présentes dans la banquise. Et ça va avoir aussi une influence sur comment la lumière elle est transmise au travers de la banquise à l'océan en dessous. Donc tout ça, on le sait parce qu'il y a eu plein de campagnes d'observation d'optique de la banquise qui ont été menées ces dernières décennies. Donc on peut dire que dans les années 2000, il a commencé à avoir de plus en plus de campagnes qui ont été menées et aujourd'hui, on commence à avoir pas mal d'observations. Le problème, c'est que quand on va regarder dans les modèles comment les modèles représentent la transmission, dans les modèles du système Terre, les gros modèles qui représentent le climat, quand on veut regarder comment eux, ils représentent la transmission de la lumière à travers la banquise, on se rend compte que c'est des schémas, on parle de schémas de transfert radiatif, qui datent d'à peu près des années 70 et qui n'avaient jamais été évalués jusque-là. Donc on se retrouve avec un petit problème, on a des observations récentes, mais un modèle qui est un petit peu vieux. Et donc l'idée, moi, de cette étude, ça a été d'aller regarder est-ce que ces modèles ils sont bien performants et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de les améliorer un petit peu. Donc, pour cette présentation, je préférais me focaliser sur un seul type de modèle. Il y a plusieurs types de schémas de transfert radiatif dans les modèles du système Terre.
moi, je me suis focalisée sur un type de modèle qui était assez simple, mais qui est utilisé dans plusieurs modèles du système Terre. Ce schéma de transfert radiatif, il considère que le rayonnement qui est transmis sous la glace, il va dépendre de le rayonnement solaire incident, de l'albédo, qui est donc la fraction de rayonnement qui est réfléchie à la surface, donc soit de la neige, soit de la glace. Et puis, il dépend aussi de l'épaisseur de glace, et c'est tout. Il considère que la neige, elle est opaque. Donc, à partir du moment où on a de la neige dans notre modèle, il n'y aura pas de lumière qui sera transmise à l'océan. Et puis, il ne considère pas la présence de mer de fonte ni d'algues de glace. Donc, c'est un modèle qui est très, très simple. Et donc, moi, j'ai voulu regarder qu'est-ce qui fait ce modèle. Est-ce qu'il est assez performant si je le compare avec des observations? Alors, je n'ai pas voulu faire que ça. J'ai cherché... C'est pas le bon. J'ai cherché à regarder si je modifie un peu ce modèle, que je reste sur les bases, mais que je le modifie et que j'apporte des petits modules en plus, on va dire, est-ce que je peux l'améliorer, ce modèle? Je peux le rendre un peu plus performant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'ai regardé si je considère que la neige, elle est plus opaque. Donc là, vous voyez que l'équation, le modèle va se complexifier un tout petit peu plus. Cette fois-ci, je vais aussi ajouter l'épaisseur de neige dans l'équation, puis la température, puisque mon schéma de transfert radiatif, il va changer en fonction si j'ai une neige sèche ou une neige humide. Ensuite, j'ai voulu regarder si, à ce module-là, j'applique aussi les marques de fonte. Et enfin, j'ai voulu regarder aussi si on rajoute les algues de glace, qu'est-ce qui se passe. Et le dernier, c'est si je regarde, si je décide que la neige, elle est plus uniforme. Parce que jusque-là, je décide que j'ai qu'une seule épaisseur de neige, quel que soit l'endroit où je me trouve, j'ai toujours la même épaisseur de neige. Et je me dis, mais maintenant, si mon épaisseur de neige, elle répond à une distribution qui n'est pas uniforme, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour évaluer tous ces petits modèles, tous ces petits schémas, je vais y arriver, récupérer plein de données optiques. J'ai récupéré en tout un jeu de données de 350 données optiques dans 4 régions de l'hémisphère nord, donc en mer des Tchouktches, en baie de Baffin, au Svalbard et puis au nord du Japon, à l'île de Hokkaido. Alors, je n'ai pas été faire toutes les mesures, j'ai juste été à Hokkaido pour ces mesures. C'est pas mal. Et puis, j'ai voulu aller regarder comment le modèle il se comportait par rapport à ces observations. Donc, qu'est-ce qui a été mesuré lors de ces différentes campagnes? Donc là, vous avez un peu un aperçu des différentes campagnes qui ont pu être menées et puis des instruments qui ont pu être utilisés. Ce qui a été mesuré, c'est le rayonnement solaire incident et puis forcément le rayonnement transmis sous la glace. À partir de ça, moi, j'ai voulu calculer ce qu'on appelle la transmittance, qui est juste le ratio des deux, en fait. Ça me permet de simplifier un peu mon équation. Donc, c'est ça que je vais regarder, moi, et je vais regarder comment le modèle il arrive à bien représenter ça. Et puis, il y a évidemment plein d'autres paramètres environnementaux qui ont été mesurés pendant ces campagnes, l'épaisseur de neige, l'épaisseur de glace. J'ai aussi la quantité d'algues de glace présentes dans ma glace. Puis, j'ai aussi un proxy, on va dire, de la fraction de marge de fonte sur ma glace. Avec toutes ces informations qui ont été mesurées pendant les campagnes, j'ai pu calculer une transmittance à partir de mon modèle, en nourrissant mon modèle avec toutes les données observées. Alors, la seule donnée que je n'avais pas pour toutes mes campagnes, c'était l'albédo. Donc, j'ai calculé aussi un albédo, j'ai un autre petit module qui calcule. Mais sinon, pour chaque station, j'ai nourri mon modèle avec les données mesurées, les paramètres environnementaux mesurés, puis j'ai une transmittance calculée que je vais pouvoir calculer avec la transmittance observée. C'est ce que donne ce petit scatter plot ici, avec la transmittance calculée ici et puis la transmittance observée ici pour chacune des stations. Ça, c'est pour le modèle où je considère à la fois que la neige est non opaque et qu'il y a la présence de marge de fonte. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que plus je vais me rapprocher de cette ligne noire, plus mon modèle il va être performant. Donc, vous voyez que à certains moments, je ne suis pas complètement à côté de la ligne noire et que ça va. À d'autres moments, vous pouvez voir que je ne suis pas très bonne pour représenter la transmittance dans mon modèle. Là, tout ce qui est transmittance dans de la neige avec des faibles transmittances, mon modèle va avoir tendance à les surestimer. Mais néanmoins, de tous les modèles que je vous ai montrés avant, c'est celui-ci qui est le plus performant. Alors, pour quantifier la performance de mon modèle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé un biais qui va représenter en fait où mon nuage de points il se situe par rapport à ma ligne noire. Et puis, j'ai calculé aussi une dispersion. La dispersion, ça va représenter si mon nuage de points il est gros ou il est petit.
Si on se focus d'abord sur le biais, ici, si on regarde d'abord le biais, on voit que mon modèle de référence, qui considérait la neige opaque, pas de mare de fonte, pas d'algues de glace, c'est le plus nul. Il n'a pas un bon biais. Et celui qui a le biais le plus faible, c'est celui que je vous ai montré ici. C'est celui qui considère à la fois la neige et les mares de fonte. Donc, je peux déjà arriver avec un message pour les modélisateurs qui font du transfert radiatif dans la glace, dans les modèles du système Terre. Je peux leur dire, pour améliorer votre modèle, il faudrait au moins que vous considériez que la neige n'est pas opaque, et puis que la présence de mares de fonte, ça pourrait contribuer à l'améliorer. Alors, pour les deux études, pour la neige, du coup, la neige est importante aussi, mais avec les mares de fonte, ça améliore. Pour ces deux-là, ici, vous voyez qu'ils ne sont pas meilleurs que neige plus mare de fonte. Ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise idée de les inclure. En fait, ça veut juste dire que moi, avec les données que j'avais, je n'avais pas assez de données en fait, pour conclure sur quelque chose un meilleur modèle. Donc, il faudrait plus d'études un peu plus ciblées pour pouvoir avoir une conclusion sur ces deux analyses. Maintenant, si on s'intéresse à la dispersion, cette fois-ci, bon, on voit que le modèle de référence, il est toujours dans les choux. Par contre, on voit que les autres modèles, ils sont tous les mêmes et ils ont une dispersion qui est assez élevée de 0,04. Ça traduit le fait que dans mon modèle, j'aurais beau faire tout ce que je veux, considérer la neige comme opaque, les mares de fonte. Ici, j'ai essayé aussi de calibrer mon modèle, de le faire se rapprocher le plus possible de ma courbe noire. Il y aura toujours des erreurs qui vont rester. Et la raison pour laquelle on a des erreurs qui restent, en fait, c'est mon modèle est peut-être un peu trop simple. Il y a plusieurs phénomènes, il y a plusieurs facteurs qui influencent la transmission de la lumière au travers de la banquise qui ne sont pas pris en compte dans mon modèle. Par exemple, pour la neige, ici, on voit qu'on a un gros biais. La neige considère juste que l'épaisseur a un effet. Alors, comme je vous l'ai dit plus précédemment, la densité de la neige a aussi un effet, la taille des grains, la forme des grains a aussi un effet. Et donc ça, forcément, ça ne va pas faire en sorte que mon modèle soit bien représenté. Donc, ce serait des améliorations à réfléchir. Il y a des modèles qui le font déjà. Maintenant, il faut aussi bien comprendre la physique pour pouvoir bien décrire ces paramètres qui influencent la lumière dans les modèles. Si je ne suis pas capable de décrire la densité de ma neige dans mon modèle, je ne vais pas forcément bien représenter comment la lumière, elle traverse ma neige. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler si on veut continuer à améliorer les modèles. Donc, pour conclure sur cette partie-là, donc là, comme je vous ai dit, je propose quelques modifications qui sont on va dire, les modifications à faire, au moins à faire si on veut avoir quelque chose de pas trop mauvais, à savoir considérer une transmittance non nulle sous la neige et puis l'effet des mares de fonte. Et puis, ces modifications elles vont forcément avoir des implications sur les modèles du système Terre. Elles vont permettre d'avoir une augmentation de la transmittance, de la lumière transmise à l'océan. Et puis, forcément, ça va avoir un impact et sur le phytoplancton simulé et sur la thermodynamique de l'océan simulé. J'arrive à la troisième partie qui est un peu plus courte. J'arrive bientôt à la fin, courage. Donc, on est rentré dans la banquise. Maintenant, on va essayer de regarder ce qu'il y a en dessous. J'ai pas mis une photo de ce qui se passait en dessous de la banquise parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, et là, je vais parler un peu plus de mon projet de postdoctorat, c'est de regarder. J'ai regardé comment la banquise, elle influençait le rayonnement à petite échelle, finalement, puisque je me suis intéressée à des données ponctuelles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que j'ai sorti la mare de fonte et la neige comme des paramètres importants. Est-ce que c'est la même chose si je regarde ça à grande échelle? Donc, à petite échelle, comme vous avez pu le voir dans cette présentation, on a plusieurs campagnes de mesure qui ont été menées. On a plein d'instruments qui nous permettent aujourd'hui de mesurer la lumière sous la glace. Mais ça va être soit des mesures ponctuelles, soit des mesures qui sont à petite échelle spatiale. Et dès que moi, j'ai envie de regarder des mesures à grande échelle, à l'échelle de toute l'Arctique, je me retrouve confrontée à un problème, c'est qu'il n'y a pas de mesure. En fait. Du coup, l'idée de mon projet de postdoctorat, c'était d'obtenir des cartes de lumière sous banquise en utilisant une combinaison entre produits satellites et puis modèle, schéma de transfert radiatif. Donc, pour ce qui est du modèle, je vais passer très vite puisque je vous en ai déjà parlé. Le modèle que je vais utiliser, c'est celui qui est sorti être le meilleur des modèles que j'ai testés en restant quand même assez simple, donc celui qui considère la neige non opaque et les mares de fonte. Mais cette fois-ci, ce modèle, je vais le nourrir plus avec des données in situ qui ont été récoltées sur le terrain, je vais le nourrir avec des produits satellites qui ont été mesurés donc à large échelle. Ces produits satellites, il y en a plusieurs dont j'ai besoin. Ici, j'ai listé un peu, j'ai essayé de répertorier un peu toutes les données satellites dont j'ai besoin pour faire mes cartes. Donc, j'ai besoin de la concentration en banquise qui va me dire sur une surface
quelle est la fraction de banquise que j'ai sur toute ma surface. J'ai besoin de la fraction d'un arc de fonte. J'ai besoin de toutes ces données radiatives, à savoir le rayonnement solaire incident, l'albédo, puis la température. Et puis, j'ai besoin de données altimétriques, donc l'épaisseur de neige, puis l'épaisseur de glace. Alors, je voulais pas vous décrire tous les produits satellites parce qu'on n'en aurait pas fini, puisque c'est pas forcément intéressant. Je voulais revenir sur 2 produits satellites qui, on va dire, vont peut-être donner un peu du fil à retordre. Et je trouvais ça intéressant de vous en expliquer un peu plus. Donc, le premier produit satellite, c'est le produit satellite d'épaisseur de neige et d'épaisseur de glace. Donc, je voulais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Pareil, je ne suis pas spécialiste, s'il y a des gens meilleurs que moi, je sais qu'il y en a. Veuillez me pardonner si je dis un peu des bêtises, donc je vais essayer d'expliquer ça simplement. Qu'en fait, l'épaisseur de... Alors, on va se focaliser d'abord sur l'épaisseur de glace. L'épaisseur de glace, pour la mesurer, on a besoin d'un altimètre. Un altimètre, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument qui va envoyer un rayonnement à une certaine fréquence. Et ce rayonnement, il va pouvoir rebondir, entre guillemets, à la surface de l'eau ou à l'interface neige-glace, à la surface de la glace. Puis, lorsque le rayonnement il revient à l'altimètre, suivant le temps que le rayonnement a mis pour revenir à l'altimètre va être capable d'estimer une distance par rapport à lui. Il va être capable d'estimer la distance la distance et donc finalement l'altitude de la surface de l'océan et puis l'altitude de la surface de ma glace. Ok, donc avec ces 2 valeurs, je vais avoir l'épaisseur ici, qu'on appelle franc-bord ou draft, qui est l'épaisseur en fait de glace qui sort de l'océan. Mais c'est pas le seul outil dont j'ai besoin. À partir du draft, je suis pas capable de mesurer, d'avoir une épaisseur de glace. Il va aussi me falloir une épaisseur de neige et aussi la densité de la neige. Alors généralement, la densité de la neige, c'est issu de réanalyse ou de modèles. L'épaisseur de neige peut aussi être issue de modèles. Ou de réanalyse, mais sur les produits que j'ai utilisés, moi, l'épaisseur de neige, elle est aussi mesurée par l'altimètre. En fait, l'altimètre, il envoie un autre rayonnement à une autre fréquence qui, lui, est pas capable de traverser la neige. Et donc, il va faire la même chose, il va calculer l'altitude de la surface de la neige, et donc avec ces 2 limites ici, je vais être capable d'avoir l'épaisseur de neige. Et donc, je vais être capable, au final, d'avoir aussi mon épaisseur de glace. Donc ça, cette méthode, elle marche plutôt bien quand c'est l'hiver, quand il n'y a pas de fonte. Alors plutôt bien, c'est relatif, il y a quand même des contraintes. La surface, vaut mieux qu'elle soit assez lisse. Et pour ceux qui sont déjà allés en Arctique, vous savez que c'est pas forcément tout le temps le cas. Et puis, il faut aussi qu'il y ait la présence d'eau libre à proximité pour pouvoir faire calculer cette différence. Parce que s'il n'y a pas d'eau libre du tout, il ne saura pas savoir l'altitude de l'océan et donc il n'aura pas le temps. C'est en été que ça se corse, en fait, au moment où ça fond. Là, l'algorithme, il est plus capable de faire la différence entre la surface qui est en train de fondre et l'eau libre. Et donc, il est un peu perdu et il ne peut pas mesurer une épaisseur de franc-bord. Alors ça, c'était vrai jusqu'à peu, parce que il y a des nouveaux jeux de données qui sont en train de sortir. Donc là, j'ai mis Working Progress parce que j'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus, mais il y a un jeu de données de Geoffrey Dawson et Jack Landy qui ont réussi à créer un algorithme qui est, lui, capable de différencier la surface de fonte avec les zones d'eau libre et donc est capable d'avoir des épaisseurs de glace dans l'été. La seule différence, c'est que eux, ils utilisent des épaisseurs de neige modélisées. Donc une question que moi j'aimerais bien aussi répondre, c'est puisqu'ils ont aussi un jeu de données en hiver, c'est qu'est-ce qui se passe si on change, quelle est l'influence du jeu de données sur moi, ma lumière transmise? Est-ce que ça change beaucoup ma lumière transmise ou pas? Je finis avec l'albédo ici, dont je voulais vous parler. Alors là, je vais un peu m'en rentrer dans les détails, mais pour faire l'opposé de ce que j'ai dit avec l'altimètre, l'instrument qui va mesurer l'albédo, la réflectance, en fait, ici, lui, il n'envoie pas de rayonnement à la surface de la Terre. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer le rayonnement solaire qui va être réfléchi par la surface. Donc, c'est ce qu'on appelle réflectance. Alors là, sur ce joli schéma, on a l'impression que c'est tout simple, mais il faut vous dire que ce rayonnement, il est réfléchi dans toutes les directions de l'espace. Et donc, il y a un algorithme qui, à partir de cette réflectance, est capable de calculer un albédo, c'est-à-dire la fraction de rayonnement qui est réfléchie par la surface. Et comme vous pouvez le voir dans mon explication, le satellite, il a besoin du soleil pour pouvoir mesurer l'albédo. Donc, dès que mon soleil il est trop bas, pour voir il n'y a plus du tout de soleil, j'ai plus de mesure d'albédo. Alors, a priori, c'est pas très grave parce que si mon soleil il est trop bas ou qu'il est vraiment il n'y a plus de soleil, je peux considérer que ma lumière elle est très basse sous la glace.
et que, a priori, faut-il plancton, il ne le voit pas. Alors, pour finir, je voulais vous montrer des résultats préliminaires. Donc, c'est très préliminaire, il y a peut-être encore des erreurs dans les cartes, mais je pense que la différence entre les deux et ce que je vais vous dire ne va pas changer. Mais donc, c'est mes cartes de rayonnement transmis à l'océan dans la zone de banquise. Avec les produits satellites que j'ai, je peux que faire pour mars et avril. Et donc là, c'est un exemple pour l'année 2015. Donc, ce que je peux vous dire pour ces cartes, vous voyez que le rayonnement transmis à l'océan, il augmente généralement et surtout en bordure de glace. Et quand je regarde les variations d'épaisseur de neige et de glace entre les 2 mois, il n'y en a pas beaucoup. En fait, ce qui explique cette augmentation de mon rayonnement transmis à l'océan, c'est une diminution de la concentration en banquise. Donc en fait, on a de plus en plus de zones où l'océan s'ouvre et donc plus de lumière qui transmet. Ça, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas plus que ça. Maintenant, toute la question, ça va être est-ce que ce signal va tout le temps ressortir plus fort que les autres, ou est-ce que à des moments, l'effet des mares de fonte, par exemple, ou de l'épaisseur de neige ou de l'épaisseur de glace, je ne sais pas, va peut-être ressortir plus fort que ce signal à des endroits ou à des moments. Donc, pour conclure sur cette dernière partie, j'ai pu vous montrer qu'on pouvait obtenir des cartes de banquise sous la glace en combinant modèles et produits satellites. Et puis, j'ai quand même pu vous montrer qu'il y avait des limitations encore dans les produits satellites s'il y avait besoin d'être résolus. Et moi, il y a une question que je me pose aussi, c'est j'aimerais bien quantifier l'impact de ces erreurs sur mon rayonnement calculé à la fin. Et savoir à quel point, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer en priorité. Et pour conclure de façon plus globale sur tout ce que je viens de dire, donc j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un fort lien entre lumière et banquise en Arctique. Déjà d'une part parce que la lumière du soleil le cycle solaire influence la saisonnalité de la banquise, et d'autre part parce que la banquise elle-même influence la disponibilité en lumière dans l'océan Arctique. Et tout ça, toutes ces études que j'ai menées, je les ai menées grâce à la combinaison de modèles et d'observations, que ce soit des observations in situ, mais aussi satellites, et continuer de travailler avec ces modèles et observations pourrait nous aider à mieux comprendre ces lieux. Et je voulais finir sur ce petit schéma que j'aime bien, parce que je pense qu'il résume pas mal mon parcours et mes différentes études. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec plein d'outils différents, donc comme je disais, données in situ, données satellites, produits satellites, simulation, modèles, etc. Et c'est quelque chose qui m'a convaincue de l'importance de collaborer entre les chercheurs qui vont faire des observations puis les chercheurs qui vont faire plutôt du modèle. C'est important de bien se comprendre et de bien échanger, parce que ça va nous permettre de pouvoir confronter nos théories, les améliorer les modèles, comprendre des mécanismes. Et moi, c'est ce que j'ai mené jusque-là, j'ai l'impression, c'est vraiment ce cycle-là, alors un peu dans tous les sens, mais je suis vraiment passée de l'un à l'autre et c'est quelque chose qui... Voilà. Vous remercier de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, comme c'est plein d'études dont j'ai parlé, il y a plein d'organisations aussi que je voulais remercier, et puis plein de gens qui m'ont aidé. J'ai fait une liste assez non exhaustive, donc si vous estimez m'avoir aidé et que vous n'êtes pas dans cette liste, je vous remercie aussi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marion. On va regarder s'il y a des questions. Et dans la salle, est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Oui, Marion, en fait, pour ton transfert radiatif sous la banquise, en fait, il y a une variable dont on va parler, c'est les impuretés chimiques dans la neige, carbone et poussière minérale. Parce qu'en fait, tu vois que tu simules toujours trop fort. Et en fait, je pense que les impuretés chimiques, c'est bien plus important que les propriétés typiques de la neige. Okay. Et en fait, typiquement, ça te réduit ton d'un facteur 10. Donc, moi, je dis pareil que le facteur 10 là, c'est dû aux impuretés que tu as. Donc, effectivement, quand j'en parlais au début des impuretés, j'ai dit dans la glace, mais pas forcément dans la neige. Mais effectivement, ouais, j'ai ça en tête aussi que les impuretés de la neige, ça peut... Ouais, tu peux faire la simulation simple avec 20 ppp de plaque carbone et un petit peu de poussière minérale et 30 cm de neige, et puis une densité 350. Et je suis sûr que tu baisses d'un facteur au moins 5 et peut-être 10. Ok. Regardez, merci. Alors, merci pour la présentation. J'avais juste une question par rapport aux algorithmes. Les algorithmes liés au lac de fonte, est-ce que tu as commencé à regarder ça? Alors oui, en fait le problème c'est que les données environnementales que je vais avoir sur les mares de fonte via satellite, ça va être
les fractions de marge de fonte et c'est tout. Du coup, l'idée, c'était de rester sur quelque chose de très simple, donc d'estimer une épaisseur de marge de fonte constante et basique, une moyenne, et de faire un algorithme où je transmets dans de l'eau ma lumière, puis ensuite dans de la glace. C'est à peu près ce que je fais dans le modèle que j'ai. C'était ça ta question sur le schéma de transfert radiatif ou... C'était aussi au niveau des produits satellitaires. Ben, je sais qu'il y a, ouais, j'ai vu qu'il y a Rosal mais c'est essentiellement la fraction de marge de fonte. Donc, mais le souci, c'est j'attendais d'avoir les épaisseurs de glace en été pour pouvoir le faire, parce que sans les épaisseurs, je pouvais rien faire avec mes fractions de marge de fonte. Donc là, logiquement, j'ai tout. Ça va être le temps qui va être déterminant maintenant, mais ouais. Oui, merci pour la présentation. Que représente la lettre F? C'est pour quel? Je l'avais mis pour flux, mais je sais pas, je suis pas sûre que ce soit la bonne. Mais je me mets oui, ça doit être ça. C'est juste le flux. J'aurais pu mettre I pour irradiance aussi, c'était peut-être mieux. Voilà, c'est pas quelque chose qui est forcément dans la littérature. Ouais. J'ai une autre question. J'ai remarqué que l'ajout des composants, ça résulte en un plus grand biais, comme tu l'as dit. C'est quelque chose que tu as déjà vu pour d'autres modèles de glace. Est-ce que tu as une idée pourquoi? Ben, je pense que mon avis, alors pour ce qui est de des algues, en fait, si on regarde vraiment dans le détail, en regardant les vrais jeux de données, parce que là, en fait, j'ai des données sans chlorophylle, donc du coup, c'est pas forcément évident de comparer. Celui avec les algues, il est un tout petit peu meilleur que celui avec les marges de fonte. C'est pour ça que je préférais pas conclure. En fait, moi, dans mon jeu de données, j'ai pas assez d'algues de glace, et donc je pense que c'est ça le problème. Et puis pour la distribution de la neige, c'est pareil, j'ai pas d'informations vraiment sur la distribution de la neige dans mes données, donc j'ai fait un guess de c'est partout pareil, et donc je peux l'utiliser, alors que ça se trouve il y a des endroits la distribution uniforme marche très bien et d'autres moins. Pour d'autres modèles, je pense qu'après c'est aussi la physique. Ça dépend de comment tu simules la physique. Si tu sais pas bien représenter à la base par exemple ton algue de glace comme elle pousse, ou je sais pas, toutes tes poches de saumure, à la base, bah forcément, ton modèle derrière, même s'il fait la meilleure optique du monde, il n'arrivera pas à bien transmettre la lumière, parce que la physique à la base tiendra pas. Ça, c'est aussi assez important. Il y a des modèles qui sont un peu plus complets sur le transfert radiatif dans la glace, qui sont mieux, mais quand moi je les regarde, ils sont pas mieux. Là, je l'ai pas voulu le montrer, et l'idée qu'on se pose, c'est ils sont pas mieux parce qu'en fait, la physique derrière, elle est pas forcément bien représentée. Oui, il y a une question dans le chat de Cédric. Merci pour la présentation. Est-ce que tu sais ce qui cause les divergences de prédiction jusqu'en 2200 dans les 3 modèles que tu as montrés? Ouais, alors en fait, je l'ai montré, mais l'idée, c'est plus au niveau de quel est le facteur limitant dans les modèles. En fait, je crois que ce qui fait modifier les modèles, c'est qu'il y en a certains qui, au bout d'un certain temps, n'ont plus assez de nutriments pour soutenir la croissance du phytoplancton, alors qu'à l'inverse, d'autres, ils ont continué d'avoir un apport de nutriments. Donc ça, c'est aussi un sujet qui serait bien de traiter, mais il faut quand même du temps pour tout faire. C'est le bilan de nutriments en Arctique. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, et qui permettraient de mieux contraindre les modèles à ce niveau-là. Je vais revenir sur les apportés. Est-ce qu'il existe des jeux de données là-dessus, actuellement, qui sont assez intéressants d'être exploitables? Là, avec les données que j'utilise, je sais pas, je pense je sais pas si à Green-Edge, il y a eu des mesures, donc je pense qu'avec les données Green-Edge, je pourrais peut-être utiliser. Faudrait que je regarde un peu plus en détail. C'est vrai que c'est pas quelque chose où j'ai pensé directement à les mettre. Il y a des compilations de données de plaques carbone dans la neige. Ouais. Alors ça, ok, à la recherche en moyenne, ouais. Ce que j'avais vu, il y a un papier qui n'est pas encore sorti, mais où ils regardent ça et ils utilisent ça des moyennes globales, et ils montrent qu'effectivement son modèle est un peu en biais. Lui, il regarde l'albédo puis la transmittance, et il montre qu'il arrive à corriger ces biais-là en rajoutant avec ses compilations. Donc effectivement, c'est quelque chose. Peut-être la fin, c'est les poussières minérales. Ok. Là, je suis un peu partout, alors je ne sais pas trop, parce que après les données. En fait, les données d'importer, c'est ça explicite, quoi. Sur au milieu de l'océan, tu ne vas pas avoir tout ça. On résout pas des. C'est clair. Ouais, effectivement.
Ok. Non, mais je peux regarder ça. Au niveau des Alors, je vois une question de Simon. L'albédo de surface et la fraction de mer de fond sont probablement difficiles à distinguer par satellite. En fait, est-ce que l'albédo de surface tient déjà compte de la fraction de mer de fond? Autrement dit, la présence de mer de fond fait diminuer l'albédo. Alors en fait, je suis entre deux produits d'albédo. J'utilise à la base les produits d'albédo de Julien La Liberté, qui utilise les produits Modis. Sauf que j'avais pas assez de pixels, on va dire, j'avais pas assez de surface remplie par l'albédo, donc j'ai essayé de regarder l'albédo donc AVHRR, qui est un albédo qui est un peu plus utilisé, mais qui, là je ne pouvais pas rentrer dans les complications parce que ça me demande d'expliquer pas mal de choses. En fait, moi dans la dernière étude, je me focalise sur les lumières visibles. Et l'albédo AVHR, c'est une lumière qui est broadband, donc qui n'est pas que visible. L'albédo de Julien, c'est un albédo visible, et moi, ça m'intéresserait d'avoir l'albédo visible. Et donc, je suis en train d'essayer de regarder si, à partir des albédos AVHR, et de l'albédo de Julien, je peux pas essayer d'avoir une équation un peu qui me permettrait d'avoir plus d'albédo visible. Et du coup, avec les albédos de Julien, je pense que lui, il tient compte des mares de fond. Effectivement. AVHR, non, parce que je pense pas, c'est un albédo de surface. Non. Bon, merci beaucoup, Merci beaucoup de m'avoir écouté.